Vous avez 100 000 $ placés en bourse et l'inflation espère discrètement que vous continuiez à fixer les rendements nominaux. Voici la vérité. Une décennie perdue silencieuse en rendement réel a commencé et votre application de courtage vous la cache. 10 ans, zéro gain réel. Ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est un scénario historiquement banal que la plupart des investisseurs n'ont jamais traversé. Tu l'entends depuis toujours. Les actions rapportent 10% par an. Achète simplement l'indice. Garde-le. Ne réfléchis pas. Le temps passé sur le marché vaut mieux que le timing du marché. Votre conseiller, votre oncle, chaque influenceur à Ringlight le répète. Et depuis 15 ans, ils avaient l'air d'avoir totalement raison. De 2009 à 2021, les actions ont explosé. Le S&P a rapporté 600% avec les dividendes. Une génération croit que les actions ne font que monter. Les creux sont des cadeaux. Ceux qui parlent de valorisation sont juste amers d'avoir raté la hausse. C'est l'histoire dont nous avons tous hérité. La plupart des gens ne réalisent pas que toute cette période a été l'une des plus anormales de l'histoire des marchés. Point final. Des taux proches de zéro, une planche à billets d'une ampleur inédite, une vague technologique donnant naissance aux entreprises les plus rentables de l'histoire. Ce n'était pas le cas de base, c'était l'exception déguisée en règle, et maintenant, elle s'estompe. Envie de gérer votre argent plus intelligemment ? Abonnez-vous à Andy explique l'argent. Dans la prochaine vidéo, on vous explique comment protéger vos rendements. Quand les conseillers vous citent ce fameux 10% magique, ils s'appuient sur une moyenne calculée sur une très longue période, incluant la Grande Dépression. 2 guerres mondiales, la stagflation des années 70, l'éclatement de la bulle Internet, la crise financière mondiale, tout cela condensé en un seul chiffre. Dans cette moyenne se cachent des décennies entières où les investisseurs n'ont rien gagné, absolument rien, et personne ne les avait prévenus. Mais voici le hic. Un chiffre discret vient faire voler cette belle histoire en éclats. On l'appelle le ratio CAPE, ratio cours-bénéfice ajusté sur le cycle. Voyez-le comme la prise de température du marché, évaluant chaque dollar de bénéfice à long terme. La moyenne historique tourne autour de 17. Aujourd'hui, il frôle des niveaux que nous n'avons vus que 2 fois auparavant, 1929-1999. Une compagnie pas vraiment rassurante. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe après des niveaux de CAPE comme celui-ci. De 1966 à 1982, 16 années entières durant lesquelles le Dow n'a pratiquement pas bougé en valeur nominale. Il a perdu environ 70% de son pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Puis de 2000 à 2010, une décennie entière où le S&P 500 n'a offert quasiment aucun rendement réel, même en incluant les dividendes. Les investisseurs qui ont acheté au sommet de 2000 n'ont pas récupéré leur mise en termes réels avant environ 2013. 13 années sans rien. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ce schéma est courant. Il n'a rien de rare. C'est le prix que le marché vous fait payer pour acheter quand tout le monde est en pleine euphorie. Et euphorique, ça colle bien aujourd'hui. Le volume d'options des particuliers atteint des sommets historiques, actions même, casino crypto, 7 entreprises qui tirent tout l'indice vers le haut. Chaque indicateur de spéculation clignote en rouge, exactement le contexte dont le CAPE vous a toujours prévenu par le passé. L'écart entre le rendement nominal et le rendement réel, c'est là que se cache le vrai dégât. La plupart des gens ne le voient jamais. Votre appli de courtage affiche un chiffre vert et parle d'une bonne année. Voici ce qu'elle vous cache. Un gain nominal de 5% pendant une inflation de 6%, c'est en réalité une perte. Voilà le piège silencieux. Les marchés ont 2 moteurs, les bénéfices et les multiples. Les bénéfices, c'est ce que les entreprises sous-jacentes gagnent réellement chaque année. Les multiples, c'est ce que les investisseurs sont prêts à payer pour ces bénéfices. Et ça, personne ne l'explique. Sur le très long terme, les bénéfices progressent au rythme de l'économie, environ 4 à 5% en nominal. Ajoutez les dividendes par-dessus, et honnêtement, c'est là que se trouve l'essentiel de votre véritable rendement à long terme. Mais sur n'importe quelle fenêtre de 10 ans, le multiple que vous avez payé à l'entrée compte énormément pour votre résultat réel. Achetez quand le marché se paie 35 fois les bénéfices et il revient à 18, les ennuis se cachent là. Vous pouvez avoir une croissance des bénéfices tout à fait correcte
et pourtant ne quasiment rien gagner sur cette décennie. La compression des valorisations grignote silencieusement chaque gain en cours de route. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'arithmétique brutale. C'est exactement ce qui s'est passé après 1966. C'est exactement ce qui s'est passé après l'an 2000. Ajoutez maintenant l'inflation par-dessus. Une inflation persistante de 3 à 4% pendant la prochaine décennie change tout. Pas d'hyperinflation, non. Juste une inflation normale, au-dessus de la cible, persistante, qui grignote discrètement vos rendements nominaux chaque année. Un rendement nominal de 4% est pratiquement nul en termes réels. Vous avez l'impression de gagner de l'argent, vous ne l'êtes pas. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les gains nominaux peuvent vous mentir droit dans les yeux. Ajoutez le risque de concentration. Les 7 plus grandes entreprises du S&P 500 dominent désormais tout. Ces 7 noms représentent environ un tiers de la totalité de l'indice. Prenez un instant pour y réfléchir. Quand vous achetez le marché total aujourd'hui, vous achetez un pari sur la tech déguisé en diversification. Si ces 7-là déçoivent sur les résultats liés à l'IA, se heurtent à l'antitrust ou cessent simplement de croître de 30% par an, l'indice qu'ils portaient depuis le début se retrouve entraîné dans la direction opposée. Voilà le coût caché du risque de concentration. Et enfin, il y a l'écart de comportement. Étude après étude, on constate qu'un investisseur moyen sous-performe les fonds qu'il détient. Ils accusent un retard de 2 à 3% par an, ils achètent quand tout semble parfait et vendent quand tout semble catastrophique. Au cours d'une décennie perdue, cet écart se creuse de façon spectaculaire. Les gens capitulent juste avant le point de plus bas, à chaque fois, sans exception. Et c'est ici que l'histoire bascule. En vérité, les décennies perdues ne ressemblent pas à des cras. C'est là le piège. Quand vous entendez « décennies perdues », vous imaginez les fils pour du pain de 1929 et un téléscripteur qui s'affole. La réalité, c'est autre chose. C'est ennuyeux. C'est un marché qui grimpe de 10%. Rend 12, en récupère 15, en perd 18 et au bout du compte, vous laisse exactement là où vous avez commencé, pendant des années. Tu ne paniques pas, tu ne vends pas, tu t'appauvris simplement en silence pendant que le solde de ton compte dérive doucement sur le côté. Ton loyer augmente, les courses augmentent. Ces vacances qui te coûtaient 3 000 t'en coûtent maintenant 4 500. Et votre portefeuille? Le même montant qu'il y a 3 ans. Voilà à quoi ressemble une décennie perdue dans la vraie vie. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils en sont au cœur avant qu'elle ne soit presque terminée. Votre cerveau s'ancre au chiffre nominal. 6 chiffres sur le compte, ça sonne encore comme « riche ». Mais la richesse, ce n'est pas le nombre affiché à l'écran. La richesse, c'est ce que ce chiffre peut réellement acheter. La vraie richesse face à l'apparence de la richesse, c'est cet écart qui fait les dégâts. Voici la partie qui dérange. Quand tout le monde s'accordera à dire que nous traversons une décennie perdue, les meilleurs coups auront déjà été joués. Le rééquilibrage, la diversification, la discipline, tout cela tire sa force du fait d'agir tôt, quand cela semble inutile. Quand ça paraît un peu bête, c'est le signe. Maintenant, projetons ça 10 ans dans l'avenir à partir d'aujourd'hui. Imaginez 2 personnes, même âge, même revenu, même portefeuille de départ de 100 000 $. Appelons-les Pat et Alex. Pat fait ce que la plupart des gens font. Tout mise sur le S&P 500, cotise chaque mois et garde à vie. Alex construit un portefeuille plus réfléchi. Diversification mondiale, actifs réels, obligations à courte durée, rééquilibrage systématique, augmentation automatique de l'épargne. Imaginez que la prochaine décennie offre 4% nominal pour les grandes capitalisations américaines, tandis que l'inflation atteint 3%. 1% réel, capitalisé sur 100 000 pendant 10 ans, vous rapporte environ 110 000. Vous avez travaillé une décennie entière, versé des cotisations, et en pouvoir d'achat, votre capital initial n'a pratiquement pas bougé. Maintenant, refais le même calcul en capturant 7% réel. Ces 100 000 se rapprochent de 196 000, presque le double. Même point de départ, même décennie, une vie radicalement différente. Même personne, même revenu, un résultat complètement différent. Sur 20 ans, l'écart devient brutal. 1% réel atteint à peine 122 000. 7% réel vous rapporte près de 387 000. Même discipline, même revenu, une retraite complètement différente.
Voici ce dont presque personne ne parle, le risque lié à l'ordre des rendements. Le moment où survient la mauvaise décennie, voilà ce qui compte le plus. Si vous êtes à moins de 10 ans de la retraite, le moment où arrivent les rendements compte plus que le rendement moyen lui-même. Une première décennie sans croissance pendant que vous retirez peut détruire un portefeuille qui aurait très bien tenu s'il était arrivé 20 ans plus tard. Vous ne pouvez pas corriger le risque lié à l'ordre des rendements après coup. Vous pouvez seulement vous y préparer avant qu'il ne survienne. Le coût caché de l'inaction n'est pas un effondrement. C'est une lente érosion qui survient quand vous n'avez plus les moyens de vous relever. Voici le seul chiffre qui devrait vous effrayer le plus. La richesse terminale réelle. Pas votre solde, pas le rendement nominal, la véritable richesse finale, le pouvoir d'achat réel quand vous cessez de travailler. Faites les calculs honnêtement, pas le solde affiché. Si les grandes capitalisations américaines n'offrent que des rendements moyens à partir de maintenant, de nombreux portefeuilles à 7 chiffres n'achèteront que ce que 6 chiffres permettent d'acheter aujourd'hui. Leur richesse réelle a discrètement fondu de moitié pendant que l'écran de l'appli affichait toujours du vert. Voilà une décennie perdue. Il n'y a pas de méchant, aucun événement à la une, aucun moment où tu sais que tu es censé réagir. Juste une lente arithmétique. Payez trop cher pour des bénéfices qui progressent trop lentement, tandis que l'inflation dépasse votre rendement. Un dommage silencieux. Le conseil, il suffit de tenir, n'est pas faux, il est incomplet. Tenir, c'est la base. Mais ce que vous détenez aujourd'hui compte vraiment. Détenir un portefeuille conçu pour les 15 dernières années n'est pas la même chose que d'en détenir un conçu pour les 15 prochaines. Une concentration extrême sur les méga-capitalisations technologiques, un portefeuille déséquilibré, sans protection contre l'inflation, indifférent aux valorisations, c'était la stratégie d'hier et elle s'efface déjà. L'investisseur moyen ne remarquera la différence que lorsqu'il sera trop évident pour y remédier. Voici la thèse à contre-courant exposée simplement. La prochaine décennie ne récompensera sans doute pas les mêmes comportements qui ont triomphé lors de la précédente. Même carte, nouveau terrain. Ceux qui ajustent discrètement leur stratégie dès maintenant paraîtront ennuyeux pendant 3 ans, puis brillants pendant les 20 suivantes. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Décryptons ça. Des choix financiers plus avisés commencent par adapter votre portefeuille à la réalité. Règle numéro 1. Diversifiez au-delà des grandes capitalisations américaines. Non pas parce que l'Amérique est en panne, mais parce que la concentration coûte véritablement cher en ce moment. Les marchés développés internationaux et les marchés émergents se négocient à des valorisations qui représentent environ la moitié de celles du marché américain. Les petites capitalisations de valeur, ici chez nous, se négocient avec certaines des plus fortes décotes face aux grandes capitalisations de croissance depuis des décennies. Tu n'as pas besoin d'abandonner le S&P, tu dois arrêter de faire comme si c'était l'unique terrain de jeu. Une poche action diversifiée à l'échelle mondiale, incluant des régions qu'il est inconfortable de détenir, c'est ainsi que vous achetez à moindre coût les rendements futurs. Règle numéro 2. Ajoutez des actifs réels et de courte durée. Les actifs réels, ce sont des choses qui portent littéralement l'inflation avec elles, une exposition large aux matières premières, une certaine allocation à l'immobilier via les REIT cotés, et des titres du Trésor indexés sur l'inflation pour la partie obligataire. Gardez une duration obligataire courte, vous n'avez pas besoin de parier sur une baisse des taux, vous devez arrêter de perdre face à l'inflation. Le cash n'est pas à jeter en ce moment. Les bons du Trésor à court terme offrent de vrais rendements pour la première fois depuis des années, sérieusement. Règle numéro 3. Automatisez l'augmentation de votre taux d'épargne. C'est le levier le plus puissant dont presque personne ne parle vraiment en public. Chaque fois que tu reçois une augmentation, la moitié part automatiquement vers tes cotisations avant même d'arriver sur ton compte courant. Vous ne regretterez pas ce que vous ne voyez jamais. Dans un monde à faible rendement, le taux d'épargne compte plus que les rendements. Une personne qui épargne 25% à 4% réel finit plus riche qu'une personne qui épargne 10% à 7%. Franchement, le calcul est sans appel. Épargnez davantage et arrêtez de trop réfléchir au rendement que vous ne pouvez de toute façon pas maîtriser. Règle numéro 4. Rééquilibrez selon des règles, pas selon vos émotions. Choisissez votre allocation cible, notez-la
et tenez-vous-y. Rééquilibrez une fois par an à la même date ou dès qu'une allocation s'écarte de plus de 5% de la cible. Voilà, pas de prévision, pas d'intuition. Pas question de tout laisser courir sous prétexte que la tech s'envole. Le rééquilibrage, c'est ce qui se rapproche le plus d'un repas gratuit en matière d'investissement. Une discipline simple, ennuyeuse et mécanique qui fonctionne. Il vend systématiquement ce qui est devenu cher et achète ce qui est devenu bon marché, sans jamais demander la permission à vos émotions. Dans une décennie perdue, cette discipline mécanique vaut plus que toutes les prédictions audacieuses que n'importe quel expert pourra faire. Règle numéro 5. Mesurez les rendements réels, pas les rendements nominaux. Chaque trimestre, lorsque vous consultez vos comptes, faites une chose de plus. Soustrayez l'inflation. Prenez ce chiffre vert à l'écran et retirez-en directement l'indice des prix à la consommation sur 12 mois. Si votre portefeuille a rapporté 4% et que l'inflation s'élevait à 3,5%, votre rendement réel n'est que d'0,5%. Voilà le chiffre net. Regarde-le pendant 1 an et tu cesseras de confondre la hausse du marché avec le fait de t'enrichir. Remarquez ce que ces règles ne sont pas. Ce ne sont pas des choix d'action, du market timing, ni des paris astucieux sur des thèmes à la mode. Ce sont des béquilles comportementales, parce qu'un comportement ennuyeux bat le choix habile d'action à chaque fois dans le monde réel. L'investisseur moyen ne sous-performe pas parce qu'il a choisi la mauvaise action ou manqué une opportunité brûlante et secrète. Il sous-performe parce qu'il panique, il court après le marché, il se concentre trop, ils oublient l'inflation, ils mesurent le mauvais chiffre. Réparez la structure et honnêtement, vous corrigez environ 90% de vos résultats d'investissement sur n'importe quelle décennie. Voilà ce que la plupart des gens ignorent complètement. Les décennies perdues ne détruisent pas seulement la richesse, elles la créent aussi, discrètement. La génération la plus riche d'investisseurs américains a capitalisé agressivement en plein cœur du marché haussier flamboyant des années 80 et 90. Ce sont eux qui ont continué à acheter durant toutes les années 70, à une époque où cela semblait complètement et totalement vain. Quand les gros titres étaient catastrophiques, quand votre voisin jurait de ne plus jamais toucher aux actions, quand tous les autres avaient discrètement baissé les bras, chaque décennie perdue de l'histoire a discrètement servi de véhicule de financement au prochain grand marché haussier. Mais seulement pour ceux qui ont continué à se présenter trimestre après trimestre, à acheter pendant que tous les autres détournaient le regard. Les habitudes que vous construisez au cours des 12 prochains mois se cumulent pendant 20 ans. Contribution automatique, diversification mondiale, rééquilibrage basé sur des règles, suivi du rendement réel. Rien de tout cela n'est excitant, rien ne fait le buzz en ligne, et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. L'ennuyeux survit, l'ennuyeux compose ses gains, l'ennuyeux remporte discrètement la décennie qui suit, après que chaque décennie palpitante s'achève enfin et s'éteint. Voici l'aperçu. Il existe un second tueur de richesse silencieux qui avance en parallèle de la décennie perdue, et il s'appelle l'inflation du mode de vie. La mise à niveau invisible de vos dépenses fixes qui, en silence, transforme chaque augmentation en exactement 0 progrès net. C'est la prochaine vidéo, parce qu'on ne peut pas compenser un budget qui fuit à coup d'investissement, et la plupart des gens perdent bien plus qu'ils ne le pensent. Avant de partir, une petite demande. Si cela vous a aidé à voir la prochaine décennie un peu plus clairement, abonnez-vous maintenant. Si ça a changé ne serait-ce qu'une seule habitude chez toi, c'est déjà une victoire. C'est grâce à ça qu'on continue de faire ces vidéos régulièrement. Passons maintenant au coût caché de l'inflation du mode de vie et voyons pourquoi vos augmentations de salaire disparaissent en silence. Si tu veux continuer à faire des choix financiers plus intelligents, clique sur le